Imaginons la scène. Il est 3 heures du matin et un homme de 74 ans se réveille. Ouais, en pleine nuit. Voilà. Il a la respiration complètement coupée par une douleur fulgurante dans la poitrine. Le scénario angoissant par excellence, quoi. Absolument. Et dans le monde tel qu'on l'a structuré, au siècle dernier, la suite des événements, c'est une mécanique qui est lourde. Très lourde, ouais. On appelle les urgences, l'ambulance met, selon où on habite, parfois 45 minutes à arriver. C'est ça, et on finit par déposer ce patient dans un couloir d'hôpital public. Un hôpital en sous-effectif chronique qui gère une saturation permanente. Et l'attente, elle se compte en heures, juste pour écarter le risque vital immédiat. Ouais, c'est le parcours par défaut aujourd'hui. Exactement, et c'est le but de notre exploration aujourd'hui, notre analyse des sources, et notamment d'une vaste enquête de Block News d'avril 2026, met en lumière une alternative. Et une alternative qui n'est plus du tout de la science-fiction. Pas du tout. Dans le deuxième scénario, à 2h47 du matin, la montre connectée de cet homme a déjà identifié l'anomalie du rythme cardiaque. Avant même qu'il ne se réveille vraiment, en fait. C'est ça, sa fille ouvre une petite boîte dans l'armoire à pharmacie, elle pose un capteur sur son torse. 4 minutes plus tard, une IA certifiée écarte le risque d'infarctus. Elle identifie une arythmie supraventriculaire. Ouais, et elle déclenche l'intervention ciblée d'une infirmière libérale équipée pour la télécardiologie. Donc pas de sirène, pas de couloir bondé. Directement à domicile. Voilà, décortiquons un peu tout ça. L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment nos domiciles supplantent les hôpitaux. Mais pour commencer, pose-nous un peu le contexte de base. Pourquoi ce basculement arrive maintenant ? Ce qui est fondamental pour amorcer cette réflexion, c'est de comprendre que ce changement vers le domicile, ça vient pas d'une volonté politique d'optimisation. Ah bon ? C'est pas un plan du gouvernement. Pas du tout. Ça vient d'un effondrement systémique pur et simple. Les chiffres qu'on a documentés, ils montrent des déserts médicaux qui frappent un tiers de la population. Un tiers, c'est énorme. Ouais, et on parle de près de 7 millions de personnes sans médecin traitant aujourd'hui. Le système hospitalier, il est devenu littéralement incapable de filtrer les urgences bénignes des vraies crises. Donc, en fait, la technologie à domicile s'impose, mais pas comme un petit gadget de confort pour technophiles. Exactement. Si on relie ça à la situation globale, c'est devenu le seul mécanisme de tri viable. C'est une rustine vitale pour empêcher l'asphyxie totale des urgences, quoi. C'est le paradoxe des grandes innovations au final. Elles émergent souvent quand on est dans une impasse. C'est clair. C'est un peu comme si notre système de santé, c'était un entonnoir bouché. Au lieu d'essayer d'élargir le bas de l'entonnoir à coups de milliards, on dévie l'eau directement à la source, chez les gens. C'est une excellente analogie. Et pour que ce tri se fasse à la source, dans le salon du patient, il a fallu miniaturiser l'hôpital. Ouais. Et l'enquête détaille précisément ce qu'ils appellent le kit essentiel. Moi, je suis fascinée par les chiffres. Le coût total du kit, ça avoisine les 1250 €. Ce qui est, rappelons-le, l'équivalent tarifaire d'une seule nuit d'hospitalisation. Une seule nuit. Alors que là, on a une surveillance qui s'étale sur des années. Tout à fait. Et dedans, on trouve quoi? Alors, on trouve une montre connectée avec ECG intégré, ça c'est autour de 230 €. Il y a le fameux kit d'examen Tito Home à 299 € avec stéthoscope et otoscope numérique. Les CG de poche à LifeCore aussi. Ouais, à 130 €. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on voit aussi des échographes de poche à moins de 3500 €. Ça c'est la vraie révolution. L'armoire à pharmacie, avec son petit thermomètre et ses pansements, elle se transforme en mini-unité de soins intensifs, quoi. Mais technologiquement, comment on a physiquement réussi à transformer une énorme machine d'échographie d'hôpital Qui coûte dans les 50 000 €, ouais. et qui pèse 100 kilos? Comment on passe de ça à un appareil de la taille d'un rasoir électrique que tu branches sur un port USB-C? La réponse, elle tient en un changement de paradigme matériel. Historiquement, l'imagerie par ultrasons, elle reposait sur des cristaux piézoélectriques. Des cristaux. Ouais. Ce sont des minéraux assez complexes qui se déforment et émettent des ondes sonores quand on leur applique un courant électrique. D'accord. Le problème, en fait, c'est que ces cristaux doivent être taillés, câblés et assemblés manuellement à l'intérieur des sondes médicales. Ça a l'air fastidieux. C'est extrêmement coûteux, c'est fragile, et surtout, c'est impossible à miniaturiser au-delà d'un certain point physique. Donc on bloquait sur la taille. Voilà. Et la rupture technologique, qui a été portée dans des entreprises comme Butterfly Network avec leur sonde EBQ, ça a été de jeter ces cristaux minéraux à la poubelle pour les remplacer par des puces en silicium. Mais c'est fou, on a littéralement appliqué la loi de Moore à l'imagerie médicale en fait. Exactement.
On passe de l'artisanat des cristaux à la fabrication de semi-conducteurs de masse. C'est exactement le même principe de fabrication que le processeur de ton ordinateur ou de ton smartphone. On utilise ce qu'on appelle des transducteurs ultrasonores capacitifs micro-usinés. Des CMUT, c'est ça? Ouais, les fameux CMUT. En clair, pour schématiser, on grave des milliers de minuscules tambours directement sur une puce en silicium. Et quand ils vibrent, ils produisent les ultrasons. Ah ouais, je vois. Du coup, imprimer un échographe sur une puce électronique, ça permet une production de masse. Et à des coûts marginaux dérisoires. Ce qui change complètement la donne. Bah oui, parce que soudainement, la capacité de voir à l'intérieur du corps humain, c'est plus le privilège exclusif d'un grand département de radiologie. Le matériel est démocratisé. Mais bon, on a un nouveau problème. Parce qu'inonder les foyers de tous ces capteurs ultrasensibles, ça crée un goulot d'étranglement. Un énorme goulot d'étranglement, oui. Je veux dire, un patient sans formation médicale face à une échographie de son propre foie ou un tracé de CG à 3 heures du matin, il est incapable de le lire. Non, ça ne lui parle pas du tout. La donnée brute, ça génère juste de l'angoisse. Il faut un cerveau pour la lire. C'est là que l'IA entre en jeu. Un événement fondateur super intéressant, le concours Tricorder X-Prize de la fondation Qualcomm. Ah oui, cette fameuse compétition en 2012. Ouais. L'idée de base, c'était de recréer l'appareil de diagnostic mythique de Star Trek. Le fameux tricorder, ouais. C'est ça. Et en 2017, c'est un système appelé Dixter qui a remporté les 10 millions de dollars. Ce truc a diagnostiqué 13 pathologies différentes en 90 minutes. Une vraie prouesse. Mais explique-nous un peu, comment une machine fait-elle pour diagnostiquer une anémie ou une pneumonie sans faire la moindre prise de sang, sans rien d'invasif? Le système Dixter, en fait, il repose sur la convergence de données physiologiques disparates, couplées à de l'algorithmique prédictive. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, plutôt que de chercher un biomarqueur chimique direct dans une goutte de sang, l'appareil va croiser de multiples capteurs non invasifs, mais de qualité clinique. Il prend plein de mesures différentes en même temps? Voilà. Il intègre la variabilité de la fréquence cardiaque, la saturométrie en oxygène, la température cutanée en continu, l'analyse des bruits respiratoires avec un stéthoscope électronique. Et même la dynamique des fluides avec des capteurs de pression selon les sources. C'est ça. Et l'intelligence artificielle intervient là, pour repérer des corrélations invisibles pour l'œil ou le cerveau humain. Tu as un exemple concret? Prenons l'anémie. L'IA ne les détecte pas en comptant bêtement les globules rouges. Elle va analyser d'infimes variations dans la façon dont la lumière traverse les tissus de ton doigt. Incroyable. Logique qui est fascinant. Sauf que, avoir un algorithme de labo capable de faire ses prouesses, c'est une chose. C'est sûr. Mais le laisser prendre des décisions de triage vital pour le grand public, genre à grande échelle, c'en est une autre. C'est là qu'on touche à la réglementation. Oui, et l'enquête pointe une date charnière, le 2 août 2026. C'est le moment où l'AI Act européen, couplé au règlement sur les dispositifs médicaux, impose une certification extrêmement stricte. Et sous peine d'amende de 35 millions d'euros quand même. Ouais, on rigole plus. On passe d'un Far West algorithmique à un environnement hyper régulé. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette réglementation force l'industrie à passer de l'alchimie à la chimie, si je puis dire. Comment ça? Pendant des années, l'IA médicale, elle fonctionnait comme une boîte noire, surtout avec le deep learning. Ouais, on savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Voilà, le réseau de neurones artificiels, il avalait des millions de données et il recrachait un diagnostic du genre « ce patient risque une septicémie ». Mais même les ingénieurs qui avaient codé le truc étaient incapables d'expliquer la formule mathématique derrière ce choix. Le parcours logique restait complètement occulte. C'est ça. Et l'IA Act impose ce qu'on appelle l'IA explicable. Donc l'algorithme doit justifier son raisonnement, étape par étape, pour qu'un clinicien humain puisse auditer la décision. C'est devenu impératif. Si un système te dit ne pas envoyer d'ambulance, il doit prouver sur quelle base clinique il s'appuie. Logique. Et le paradoxe, c'est que cette contrainte drastique en Europe, ça a été le plus grand accélérateur pour la santé à domicile. Ah ouais, plutôt qu'un frein. Absolument. Parce qu'en obtenant cette certification de dispositif à haut risque, ces IA, elles quittent le monde des petits gadgets de bien-être. Elles deviennent de vrais actes médicaux. Légaux, prescriptibles et remboursables. Ça engage une véritable responsabilité médico-légale. On passe dans la cour des grands. D'accord. Mais la machine certifiée, elle donne le cap. Une fois le diagnostic établi, déléguer entièrement le soin à la domotique, ce serait occulter la nature même de la médecine. Ah bah,
Un capteur ne pose pas une perfusion, hein. Et un algorithme ne gère pas la panique d'une famille au milieu de la nuit. Bien sûr que non. Et c'est là que l'enquête introduit un maillon terrain qui est indispensable, l'infirmière augmentée. Le fameux facteur humain. Ouais. Les infirmières et infirmiers libéraux, les IDL qui quadrillent déjà nos territoires, ils deviennent les bras armés de ce système. Et avec une adoption massive venant de la base. C'est ça le plus frappant. Les statistiques de 2025 qu'on a analysées montrent que près de 70% d'entre eux intègrent déjà les objets médicaux connectés dans leur tournée. C'est pas imposé d'en haut. Non, ils les adoptent pour mieux travailler. Le modèle de l'infirmière en pratique avancée, l'IPA, ça illustre parfaitement cette synergie. C'est-à-dire? L'humain conserve le contact clinique, la gestion émotionnelle dont tu parlais, et la technologie, elle, repousse les limites des capacités perceptives du soignant. Genre avec de meilleurs outils? Prenons l'exemple du stéthoscope IA mentionné dans le rapport, comme le Echo Core 500. Ouais. Un stéthoscope classique, ça exige une ouïe parfaite, une concentration extrême, isoler un léger souffle cardiaque alors qu'il y a la télé allumée et le chien qui aboie à côté, C'est quasi impossible, ouais. c'est l'enfer. Mais le stéthoscope connecté, lui, il se contente pas d'amplifier le son. Son algo applique un filtre actif de réduction de bruit. Comme dans les casques audio? Exactement. Et ça isole les fréquences pathologiques spécifiques, par exemple pour des problèmes de valve cardiaque, avec une précision de plus de 80%. Ah oui, c'est énorme. Ça aide le soignant, qui est fatigué, en fin de garde, à ne pas passer à côté d'un murmure diastolique très fin. Donc la technologie agit vraiment comme un filet de sécurité cognitif. L'infirmière peut réaliser au chevet du patient une évaluation de niveau hospitalier. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'essence de la médecine au profit de la machine? Parce que déporter la charge diagnostique vers la techno, ça soulève d'immenses questions. C'est la limite du modèle, oui. Le rapport de Block News est super lucide là-dessus. Il détaille des limites infranchissables, à commencer par ce que le monde médical appelle le clinical gestalt. Le gestalt clinique, ouais, ça c'est crucial. Tu peux nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est l'essence même de l'expertise humaine face à la maladie. C'est la perception holistique, intuitive, presque immédiate qu'a un médecin quand il rentre dans une chambre. Le fameux coup d'œil clinique. Voilà. C'est l'odeur acétonique de la laine qui signale un diabète décompensé. C'est la pâleur cendrée, les micro-expressions de douleur quand le patient bouge. Des trucs qu'une machine capte pas. Exactement. C'est cette façon très spécifique dont un patient protège son ventre quand on l'approche, une constellation de signaux faibles qui fait qu'un humain se dit d'un coup « Oula, lui, il va mal ». Et ça, avant même d'avoir pris la tension ou lu une constante. C'est ça. Une montre connectée ou une sonde, ça analyse des flux séparés de données. Ça n'a pas la capacité de synthèse globale d'un humain. En gros, la machine quantifie, l'humain qualifie. C'est joliment dit. Et cette limite sensorielle, elle s'accompagne d'un autre truc super lourd, psychologiquement, l'anxiété médicale, la fatigue des alarmes. Ah oui, le syndrome de l'hypersurveillance. Bah oui, si on transforme nos corps en générateurs de données constants avec des alertes H24, on crée une anxiété de tous les instants. Des gens parfaitement sains reçoivent des notifications pour des extrasystoles bénignes. Des variations normales de la fréquence cardiaque la nuit, ouais. Et ils finissent par engorger les cabinets médicaux à cause de faux positifs. C'est un effet pervers très documenté, ça. L'excès de données sans contexte clinique, ça crée une panique hypocondriaque. On médicalise l'anxiété, quoi. Et à cela s'ajoute une limite beaucoup plus structurelle. Cela soulève une question importante. La fracture numérique et financière. Ouais, parce que l'analyse des usages montre une vraie fracture sociale. C'est cruel, mais les profils qui tirent le meilleur parti de cette télémédecine, ce sont souvent des actifs urbains, à l'aise avec la tech, des CSP+. Alors que la population qui a le plus besoin de cette surveillance assidue, c'est les personnes âgées, souvent isolées. Des gens avec de lourdes comorbidités, pour qui calibrer une sonde Bluetooth ou gérer la mise à jour d'un algo, c'est un obstacle insurmontable. Donc la technologie censée résoudre l'engorgement logistique, elle devient un filtre de sélection sociale. Exactement. Surtout quand on regarde le financement. Même si certaines IA sont remboursées, l'achat du kit de base, les capteurs de haute précision, ça reste très souvent à la charge du patient. Donc on risque de créer une santé à deux vitesses. Un hôpital à domicile de luxe pour les urbains technophiles et des urgences publiques délabrées pour les autres. L'outil technologique est neutre, mais son déploiement ne l'est jamais. Sans une vraie prise en charge collective, on va vers une stratification de la santé très rigide. Ouais. Mais le rouleau compresseur de l'innovation, lui, il s'arrête pas pour attendre qu'on règle nos dilemmes sociaux. Oh que non. L'horizon 28-2030 qu'on voit dans les sources nous montre une évolution vers l'invisibilité des capteurs. C'est la prochaine grande vague.
On parle de patchs biosenseurs, des simples adhésifs sur la peau qui font office de labo d'analyse. Ça mesure l'hydratation, la glycémie, l'inflammation, juste via le liquide interstitiel. C'est fascinant. Et surtout, il y a l'émergence des biomarqueurs vocaux. Ça m'a scotché. L'analyse de la voix par l'IA? Ouais, pensez qu'un simple enregistrement audio de 30 secondes fait sur le micro de ton smartphone, ça puisse diagnostiquer la maladie de Parkinson, ça défie l'intuition. C'est vrai que ça paraît magique. Comment le simple son de la voix peut-il révéler une dégénérescence neurologique? La mécanique derrière ça, elle exploite la complexité de la phonation humaine. Produire un son articulé, ça demande une coordination d'une précision inouïe. Entre les cordes vocales et tout le reste. Ouais. Le larynx, le diaphragme, des dizaines de muscles. Et cette coordination, elle est orchestrée par les ganglions de la base dans le cerveau. Une zone qui est justement profondément touchée par Parkinson. D'accord, je commence à voir le lien. Bien avant que les tremblements des mains ne soient visibles, la baisse de dopamine entraîne des micro-tremblements imperceptibles dans les muscles des cordes vocales. Des tremblements qu'on n'entend pas à l'oreille nue. Même un neurologue expert ne peut pas les entendre. Par contre, le micro de ton smartphone, il enregistre avec une fréquence de 44 100 Hz. Ah ouais, donc une résolution énorme. L'IA va analyser des milliers de points de données par seconde pour détecter de minuscules variations, ce qu'on appelle le jitter vocal. Le jitter vocal, la maladie qui est trahie par les mathématiques du son, en fait. C'est exactement ça. Et c'est fait via des appareils qu'on utilise tous les jours pour envoyer des messages. Ça nous place face à une rupture philosophique profonde, en croisant cette miniaturisation, les puces silicium pour l'imagerie, les algos certifiés et ces biomarqueurs invisibles. On désintègre la notion même d'hôpital. L'hôpital se fond dans le quotidien. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, avec une réflexion qui dépasse les enjeux de fracture sociale ou technique. Je t'écoute. Si nos montres sondent notre cœur, si nos téléphones écoutent les micro-tremblements de nos voix, si on a des patchs sur la peau qui mesurent notre biologie en temps réel, l'objectif, c'était de nous éviter d'attendre aux urgences. À l'origine, oui. Mais en effaçant la frontière physique entre le domicile et le centre de soins, est-ce qu'on n'a pas aussi effacé la frontière temporelle de la maladie? Ah, c'est une question vertigineuse. Jusqu'ici, on était des gens sains, et de temps en temps, on devenait des patients. Mais dans ce nouveau paradigme, avec cette bienveillance algorithmique constante, la vraie question c'est, ne devenons-nous pas des patients à perpétuité? Une médicalisation totale et silencieuse de l'existence. Exactement. Est-ce vraiment là le futur de la santé et de l'intimité que nous sommes prêts à assumer? On laisse cette réflexion ouverte pour ceux qui nous écoutent. C'est la fin de notre analyse des sources d'aujourd'hui. Gardez l'esprit critique, continuez à questionner les technologies autour de vous et à très bientôt.